Je m'appelle Vincent Monarque et j'ai fait le projet du film qu'on vous présente. On a fait une petite erreur après qu'on ait fait le film. On s'est rendu compte que c'est pas Georges Ier, le roi d'Angleterre, c'était Georges II. Alors, et troisième qui a signé le traité de Paris, bien sûr. Alors, bon visionnement. Vers 1745, en Nouvelle-France, les Canadiens français habitaient principalement dans la vallée du Saint-Laurent. Pourquoi? C'est parce que cette région fertile est près du fleuve, la principale voie de communication et de transport. De cette manière, la métropole pouvait profiter du commerce de la fourrure et envoyer des marchandises pour le développement de la colonie. Le fleuve permettait donc aux bateaux français de passer, mais seulement 3 saisons par année, l'hiver étant un obstacle redoutable. Toutefois, malgré un grand territoire, un commerce de fourrure développé et lucratif, ainsi que quelques petites entreprises, les habitants de la Nouvelle-France étaient peu nombreux, 55 000 seulement, ce qui représente la population de la ville de Rimouski de nos jours. Comment, avec si peu de personnes, pouvaient-ils défendre leur territoire face aux Anglais? L'aide des Amérindiens a été très utile grâce à leur technique de guerre. Maîtres des embuscades, ils étaient des alliés tenaces, puisqu'ils tenaient à leur territoire. Le climat rigoureux, la distance en bateau et le manque de développement étaient peu attrayants pour les Européens. Venir en Nouvelle-France semblait être une punition plus qu'un privilège pour l'élite française. De leur côté, les 13 colonies américaines profitaient d'un climat plus chaud et surtout d'une population plus nombreuse. Environ 1 500 000 habitants peuplaient ce territoire relativement petit par rapport à celui de leurs voisins canadiens français. Enfin, les Américains commencèrent à se sentir à l'étroit et eurent soif d'agrandir leur territoire. Bloqués depuis longtemps par les Appalaches, la chaîne de montagnes la plus ancienne du monde, les habitants des 13 colonies se butaient à des adversaires coriaces tels que les Amérindiens et les Français. C'est pourquoi l'aide de l'Angleterre leur était essentielle. À la veille de cette guerre, il ne faut surtout pas passer sous silence les événements de 1755 en Acadie. Craignant que les Acadiens se joignent aux troupes françaises, les Anglais ont procédé à la déportation de 12 000 personnes francophones. Séparant les hommes des femmes et des enfants, plusieurs se sont fait arracher leurs biens et saisir toutes leurs récoltes. Les Britanniques brûlèrent toutes les fermes francophones d'Acadie. Pendant ce temps, en Europe, la tension monte entre la France et l'Angleterre. La France se relève d'une guerre inutile contre l'Autriche et les Anglais sont à leur apogée. Leur empire s'étend à travers le monde et ils sont mieux équipés militairement. Au printemps de 1756, après quelques escarmouches en Amérique et la capture de 2 navires français, le roi Louis XV déclare la guerre à Georges Ier, le roi d'Angleterre. Ça n'est assez! Vous avez capturé 2 de nos bateaux. Nous vous déclarons la guerre. Chère Louise, notre flotte et notre empire est plus puissant que le vôtre. Vous ne ferez pas le poids contre nous. Nous comptons sur la meilleure armée du monde. Et nous avons des alliés en Amérique. Vous ne tiendrez pas longtemps. Ah oui, c'est ce que vous pensez. Notre stratégie sera sans pitié. Nous détruirons tout sur notre passage. De plus, nous voulons en finir avec l'Amérique. Et nous aurons le contrôle. En 1756 et 1757, les Canadiens se défendent tant bien que mal. Ayant seulement 5 000 soldats, une milice et des alliés contre une armée de 25 000 hommes. Le combat semblait inégal dès le départ. De plus, la France, endettée et mal équipée, décide de se concentrer sur les stratégies européennes. L'Angleterre veut en finir avec l'Amérique et déploie plus de 40 bateaux armés jusqu'aux dents afin de pouvoir
contourner les Appalaches par l'océan en empruntant la voie maritime la plus importante de la Nouvelle-France, soit le fleuve Saint-Laurent. En 1758, la situation penche maintenant du côté britannique après la capture des forts de Duquesne et de Carillon, la vallée de l'Ohio, ainsi que la forteresse de Louisbourg sur Cap-Breton. Les Anglais contrôlent les points stratégiques des ravitaillements français. Notons que tout est détruit. Les conquérants ne veulent surtout pas que les Français reprennent possession de leurs forts, mais la progression anglaise est retardée avec l'arrivée de l'hiver. Nous passons l'hiver ici. Bientôt, les gars s'occuperont l'espace sur l'eau et nous pourrons plus avancer avec nos bateaux. Ok, oui, nous serons vulnérables face à ces sauvages et à la milice canadienne. Effectivement, il est plus sage de demeurer sur notre position. Attendant le printemps, nous serons dans de meilleures conditions pour attaquer la ville de Québec. Le combat n'est pas gagné d'avance. Au printemps 1759, les habitants de la vallée du Saint-Laurent sont inquiets. Ils sentent la guerre arriver. Comme de malheur, la France répond de moins en moins aux demandes de renforts de la part de Vaudreuil et de Monseigneur Pontbriand. Presque tous les bateaux français sont détruits avant même d'atteindre le golfe du Saint-Laurent. La forteresse de Louisbourg étant entre les mains britanniques, les Canadiens sont laissés à eux-mêmes. Nous avons honte de tout détruire. Les Français sont une maladie dans ce monde. Il faut tout brûler. Vous ne croyez pas qu'il est cruel de tuer des femmes, des enfants et de détruire les fermes? Les gens ne méritent pas ce genre de traitement. Le roi m'a mandaté de tout détruire afin que les habitants ne peuvent pas se retourner contre nous. On va prendre leur culture et leur bétail pour assurer notre ravitaillement en vivres. Les ordres sont les ordres. Partons! Coudonc, ma femme, je pense bien que notre temps achève. Les Anglais sont arrivés dans le village voisin et ils ont tout détruit. Il ne reste plus rien, plus rien. Je sais bien, mon mari, prions le Seigneur afin qu'il nous protège. Ouais, je pense pas que les bons lieux pour faire quelque chose contre eux. Ils sont les soldats les plus méchants du monde. Ils tuent les femmes et les enfants. Prions, mon mari, prions. Ouais, souhaitons que le Seigneur soit plus fort que le diable en personne. Ce satané James Wolfe n'a pas de cœur. Du côté de Québec, c'est la cohue. Vaudreuil et Montcalm ne s'attendent pas sur la stratégie à privilégier. Vaudreuil, un Canadien d'origine, veut défendre son territoire, son peuple, son pays. Montcalm, de son côté, préfère économiser ses ressources et adopter des stratégies plus passives. Qu'attendez-vous pour envoyer des éclaireurs? Nous pourrions déstabiliser les Anglais en les surprenant. Nos alliés amérindiens sont là pour nous. Mais sur quelle planète vivez-vous, Vaudreuil? Nous avons peu de soldats qualifiés. Nous devons protéger nos arrières. Et ils ne passeront pas le quartier allemand. La forteresse tiendra le coup. Et vos fameux alliés ne sont pas fiables. Nous ne savons jamais quand et comment ils vont attaquer. Mais voyons donc, cette décision court à notre perte. Il faut aller de l'avant. Les habitants doivent être protégés. Je m'en fous des habitants. La seule chose qui compte, c'est l'honneur de la France. Et devant votre incompétence, je ne sais pas comment vous pourriez occuper un poste si important. Tonnerre de presse, que voulez-vous? Vous êtes complètement incompétent et borné. Vous pensez juste à votre nombril. Vous êtes de quel clan? Français ou anglais? Non, Vaudreuil, je n'en veux plus, moi! James Wolfe remonta le Saint-Laurent en semant le désarroi sur son passage. Pauvreté, souffrance et dévastation sont les mots les plus adéquats pour décrire la situation de 1759 dans le village. En juillet, les navires britanniques atteignirent l'île d'Orléans. Ce serait une fois de plus une autre preuve que les Anglais sont impitoyables. Nous sommes maintenant sur l'île d'Orléans et ce lieu appartient à Georges Ier. Tous ceux qui se rallient à l'Angleterre seront épargnés.
Maisons, fermes et cultures resteront intactes, mais vous devez reconnaître la couronne britannique. Je ne crois pas une minute à ces foutaises. Pourquoi il nous épargnerait-il? Non, Marie, il faut l'écouter. Il nous épargnera. Wolfe a fait la promesse. Ouais, de toute manière, la France nous a abandonnés et ne nous envoie plus de ravitaillement. Sac à papier de cornichons à l'année, que ces embêtements. D'accord, rallions-nous. Très bien, sage décision. C'était comme signer un pacte avec le diable. Wolfe n'a jamais eu l'intention d'épargner quoi que ce soit. C'est alors qu'il ordonna à ses troupes de tout détruire à nouveau. Il attendit que les villageois retournèrent dans leur demeure et passa une fois de plus à la dévastation. Plus de 1500 fermes seront complètement rasées sur l'île d'Orléans et dans le reste de la vallée du Saint-Laurent. Brûlez tout! Mais sire, vous avez promis d'épargner toutes les fermes. Que faites-vous de les gens sans défense? Une promesse? Quelle promesse? Rappelez-vous les ordres du roi. Comme on voulait, sire! Entre le 26 juin et le 18 septembre, pendant 85 jours, les Anglais bombardèrent la ville de Québec, nuit et jour. Montcalm continua de s'entêter avec ses méthodes défensives, ce qui ne fait pas l'affaire auprès de Vaudreuil principalement. C'est alors que les hommes de Wolfe continuèrent sans relâche de bombardement. Plus de 15 000 bombes ont été lancées sur la ville de Québec. Les habitants canadiens voyaient leurs infrastructures s'envoler en fumée pendant que les soldats français étaient bien installés dans leurs tranchées sous les ordres de Montcalm. Les deux me disent pourquoi ces frères comme Montcalm ne font rien. Les soldats sont encabanés dans des tranchées et toutes les forces sont mal réparties. Je sais bien, mon cher ami, mais le prix de la démence, le mal du pays. Mon seul défaut est celui d'être français. Ouais, ben, je pense que tout est fini ici. Nous ferons quoi? Il faudra une bonne secousse pour tout refaire. En plus, l'hiver qui s'en vient. Ouais, puis le roi de France qui n'aura plus rien, nous sommes foutus. Malgré la force de frappe des Anglais, Québec résiste en repoussant les tentatives anglaises de débarquement. En effet, Wolfe avait dirigé son armée en revers cuissant sur le côté des chutes à Montmorency. Par la suite, les soldats anglais étaient terrifiés à l'idée d'y retourner. Ils étaient mal préparés aux embuscades amérindiennes et ne voulaient pas laisser leur scalp. Voyant l'hiver approcher et surtout ses munitions s'épuiser, Wolfe se voyait perdre la guerre et ne voulait pas retourner en Angleterre en perdant. C'est alors, dans un moment de folie ou de génie, il eut l'idée. Nous attaquerons par le lance des mers. Cette nuit, toutes les troupes de Montcalm sont principalement positionnées du côté de Beauport. Nous les surprendrons. Ils sont divisés, épuisés et la ville est mal protégée par derrière. Préparez les hommes, puisque nous partons vers 3 heures du matin. Ben vous êtes complètement fous! Il n'est pas question de risquer la vie des hommes dans cette aventure! Le courant est trop fort et des balles de sable forment à tout moment. Et, comble de malheur, il y a une falaise pratiquement insurmontable. Et vous avez pensé aux sauvages et aux sentinelles! Vous avez perdu la tête! Comment osez-vous critiquer votre supérieur? Représentant du roi d'Angleterre, Georges Ier. C'est justement la stratégie. Nous allons les prendre par surprise. Ils ne s'entendent pas que nous passons par là. Nous avons 30 bateaux de débarquement ainsi que 1600 soldats. Donc obéissez sur le représentant de la couronne britannique. Alors, colonel O, c'est vous qui dirigerez l'attaque. Surprise, il faudra être silencieux, efficace et discipliné. À vos ordres, souhaitons que tout se passe bien. Le 13 septembre, dans une noirceur quasi totale, les Britanniques débarquent dans une discipline exemplaire. Arrivés sur la rive, les sentinelles françaises entendent des bruits. Souhaitant recevoir des vivres depuis longtemps, les gardes avaient reçu l'ordre de ne pas attaquer les bateaux. Ravitaillement de la France! Et vive le roi! Ah, enfin des vives! Passez! Maîtrisez-les! Et surtout, silence! Dans la plus grande discrétion, les Anglais prirent le contrôle de la rive et se déplacèrent vers les plaines d'Abraham. Tout en haut, ils prirent possession de la ferme Levasseur,
et se positionnèrent avant le lever du jour. Devant eux, toute la ville de Québec dévastée et ravagée leur apparaît bien vulnérable en ce matin du 13 septembre 1759. Le temps était sombre, les nuages présents et la guerre semblait tirer à sa fin. Témoin de la scène, un Canadien courut du côté de Beauport pour avertir Montcalm de la situation. Depuis 5 heures du matin, Wolfe était en charge des opérations militaires et attendait le bon moment pour lancer l'assaut. Général Montcalm. Oui. Les Anglais sont débarqués du côté de l'Anse-des-Mers et ont le contrôle de la ferme Lévaseur. Ils sont en position maintenant pour attaquer par derrière. Quoi? Mais c'est impossible! La fleuve et la falaise protègent le flanc. Eh bien, il y a 5000 hommes qui sont prêts à attaquer. Nous sommes perdus. Conduisez-moi! À son arrivée à Québec, vers 7h20, Montcalm constate le fait. Les Anglais sont prêts et extrêmement disciplinés. Dans un espoir inespéré et surtout dans un désordre épouvantable, le général ordonna à ses troupes de se positionner à 9h. Il avait réussi à réunir 4500 hommes. Je vous prie de prendre vos positions! Mais général, nous ne sommes pas prêts. J'ai dit, prenez vos positions pour l'honneur de la France! À 10h, Montcalm sonna la charge, mais la réaction fut désordonnée et inefficace. Après quelques minutes, les Anglais prirent le contrôle de la situation. Seuls les miliciens canadiens résistent et montèrent à l'assaut. Les soldats français décidèrent de rebrousser chemin à 10h24. Allez, continuez, gardez votre position! Non, ils enlèvent ce satané Canadien et la rebuscade. Le canon s'il peut avoir notre général. C'est vous qui sera notre général. Il faut terminer l'attaque. Vous avez raison, à mon commandement, tirez! Quelques minutes passèrent et c'est toujours le brouhaha du côté français, visiblement inefficace. Ils sont maintenant retraités dans leur citadelle. Vers 11h, tentant de calmer ses troupes, devant la porte Saint-Louis, Montcalm s'écroula après avoir reçu 2 balles coup sur coup. Transporté chez les Ursuliens, il mourut 2 jours plus tard au terme d'une longue agonie. Ah, cher médecin, combien de temps me reste-t-il à vivre? À peine quelques heures. Tant mieux, je ne verrai plus jamais d'Anglais marcher sur Québec. Le 18 septembre 1759, la ville de Québec ainsi que les habitants de la vallée du Saint-Laurent deviennent britanniques. Anéantis et ruinés, ils sont découragés et la reconstruction s'annonce longue. Après avoir été témoins de la bataille des plaines d'Abraham, Vaudreuil se réfugia à Montréal avec quelques personnages importants, dont Lévis. Au printemps, nous attaquerons les Anglais par la rive sud. Nous pourrons ralentir leur progression et attendre les renforts de la part de la France. D'accord, mais souhaitions que le roi soit réceptif à notre requête. Nous devons absolument reprendre Québec afin de maîtriser la voie du fleuve. Et éviter la dévastation dans les villages. Au printemps, comme prévu, Lévis et ses troupes réussissent à reprendre la ville de Sainte-Foy. Ce sera la dernière victoire française en Amérique. Malheureusement, pour lui, ce fut l'Angleterre qui envoya les premiers ravitaillements. Et il dut se replier à Montréal. Visiblement, la France a abandonné les Canadiens. En septembre 1760, 3 armées anglaises entourent la ville de Montréal, prêtes à attaquer. Comment Louis XV a-t-il pu nous abandonner? Nous étions pourtant fidèles et nous avons combattu à la sueur de notre front. Je crois qu'il est plus important pour lui de défendre la France en Europe que la Nouvelle-France. Tonnerre de Brest, que ça va mal. Mais que faut-il faire maintenant? Nous commençons à manquer d'hommes valides pour le combat. 2400 seulement. Et les Anglais ont des bateaux armés et surtout une armée de 11 000 soldats.
Il est certain qu'ils réserveront le même traitement à la ville de Montréal qu'à celle de Québec. Je ne veux pas que tout soit détruit encore une fois. Les habitants ne méritent pas un tel sacrifice encore une fois. Je vous prie pour une dernière fois de me laisser aller à l'île Sainte-Hélène pour les combattre. Ours a refusé notre édition. Il n'est pas question que je perde mon honneur. Je suis contraint de vous empêcher d'y combattre. Le sort des Canadiens en serait jeté et je ne veux pas d'humiliation. Je signerai plutôt la capitulation de Montréal. Mes millions de mille sabords, comme vous voulez, je ne leur donnerai pas le drapeau, M. Lebulle. Visiblement, Vaudreuil ne pensait pas à sa carrière, mais davantage aux Canadiens. Le 8 septembre 1760, la capitulation est signée. Les habitants purent garder leurs biens, leurs maisons et leur dignité fut préservée. N'ayant aucun avantage à rester, l'élite française s'embarquait pour Europe et retournait en France. Vaudreuil était loin d'être sorti du bois. Quoi? Montréal a capitulé sans recevoir les mérites militaires? Moi qui possède l'armée de terre la plus respectée d'Europe. Et vous me dites que Vaudreuil a capitulé? Veuillez me l'emmener sur le champ. Quelle honte! Mais quelle honte! Vous là, Pierre Derigaud, marquis de Vaudreuil, vous avez laissé les Anglais prendre la ville de Montréal sans combattre pour l'honneur de la France. Mais que voulez-vous que je fasse? Le sort des habitants était plus important que votre honneur. C'est vous qui nous avez abandonnés. Je vais vous bien, moi, les habitants. Ce qui casse la gloire de la France. Vous avez manqué à votre tâche. Vous êtes le seul responsable de ce débat. Garde, emprisonnez-le. C'est ainsi que le marquis de Vaudreuil termina sa vie. Pour les Canadiens, il demeura un grand gouverneur. Peu d'entre eux retourneront en France, préférant tout reconstruire pour leurs descendants. Enfin, en 1763, lors de la signature du traité de Paris, la Nouvelle-France sera ainsi léguée à l'Angleterre. C'est alors que les habitants entreprendront une lutte encore présente aujourd'hui pour la reconnaissance de leurs droits et de leur identité.